passe sur la partie agilité sur le terrain, autrement dit, agilité en entreprise. Concrètement, si votre entreprise devient agile, ou lorsqu'elle est devenue agile, il y a eu un certain nombre de changements qui ont été effectués. Vous les avez peut-être perçus, on va revenir dessus. Notamment, un vocabulaire différent et nouveau. Vous allez entendre parler de réunions de rétrospective, de planification, de planning poker. Vous allez entendre parler de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités, Product Owner, Scrum Master. D'ailleurs, faisons une petite parenthèse, Product Owner et Scrum Master ne sont pas réellement des postes. C'est plus des rôles que vous allez endosser, des responsabilités que vous allez endosser, plus que réellement un poste. Pour le Scrum Master, je mets une petite exception, lorsqu'il y a plusieurs équipes à gérer, là vous allez éventuellement avoir un poste à temps plein de Scrum Master, mais la plupart du temps, c'est le lead tech, le chef de projet technique ou un membre de l'équipe de développement, qui va endosser ce rôle de Scrum Master et le retirer une fois les cérémonies passées pour pouvoir reprendre son rôle de membre de l'équipe de développement. Ce qui change toujours avec l'agilité, c'est un cycle plus itératif. À partir du moment où vous fonctionnez en sprint avec une ou plusieurs équipes, vous allez avoir finalement des livraisons, des timings qui vont un petit peu changer. Vous allez avoir une approche qui va être beaucoup plus collaborative avec le métier. J'entends souvent dans les missions, dans les accompagnements que je peux faire, les clients, donc souvent la direction, que ce soit le PDG, le DG, le directeur marketing, me dire c'est amusant parce que du coup j'ai des échanges avec les membres de l'équipe de développement alors que jusqu'ici j'en avais jamais eu. C'est la première fois que je me retrouve dans les salles de réunion avec cette population et réciproquement. Et finalement c'est assez intéressant parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à faciliter la communication entre tous ces membres. Et quoi de mieux pour les pousser à communiquer que de les réunir. Dernière chose qui va changer, parmi d'autres, une opportunité de mise en place de nouveaux outils. On parlera un petit peu plus tard dans la réunion de Jira, de Trello, qui sont des outils qui permettent en fait le suivi des projets. Il y en a évidemment plein d'autres qui sont plus ou moins axés sur la technique. Voilà. Et il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas changer avec l'arrivée de l'agilité. Pourquoi? Parce que l'agilité a certaines vertus, certes, mais n'a pas la prétention de remettre en cause, par exemple, les contraintes réglementaires. Je pense notamment au RGPD, tout ce qui est CNIL, etc. On ne va pas remettre en cause ça parce qu'on fait de l'agile. On n'est pas exempté de ces problématiques-là ou de ces contraintes-là. Autre chose qui ne change pas, c'est les phases d'avant-projet. Dit autrement, si vous avez une idée qui n'est pas terrible, ce n'est pas parce que vous faites de l'agilité que votre idée va devenir géniale. Pour revenir sur les phases d'avant-projet, on va parler justement de comment se déroulent les phases d'avant-projet en agile. Souvent, on va se focaliser sur les sprints de développement, mais il est important de cadrer le projet en amont. D'accord ? Donc, dans toute la phase de cadrage, vous avez la vision produit. Donc, qu'est-ce que je souhaite développer? Qu'est-ce que je souhaite lancer sur le marché? D'accord ? Et également, une notion qui, elle, est nouvelle, c'est la notion de sprint zéro. Le sprint zéro, qu'est-ce que c'est? C'est la phase où on va chercher à réunir tous les outils nécessaires pour le développement. En gros, si je veux construire une voiture, je vais faire en sorte d'avoir à disposition un garage, des outils, des pneus, les pièces nécessaires pour le moteur, et pas commencer mon projet alors que j'ai rien de tout ça ou alors que je suis en attente. D'accord? En gros, ça s'appelle lever les incertitudes. De la même manière, si vous voulez développer un nouveau site web, on va attendre pour pouvoir lancer le sprint 1, donc dans la phase sprint 0, on va attendre d'avoir un logo, un nom de domaine, j'en sais rien, les dates de l'événement, etc. pour pouvoir démarrer le développement. Sinon, on risque de se retrouver bloqué et donc d'avoir créé un produit qui n'est pas viable et qui n'est pas prêt à être lancé sur le marché. Et rappelez-vous, la principale mesure d'avancement, c'est un logiciel, un produit qui marche. Parlons maintenant des éléments qui vont faciliter la mise en place de l'agilité dans l'entreprise. En gros, comment créer un environnement favorable ou quels sont les environnements favorables pour l'agilité. On ne dit pas que ces environnements vous empêchent
si vous n'avez pas tous ces éléments, vous ne pouvez pas faire d'agile. On dit simplement que ce sera plus facile ou alors que vous allez avoir certaines difficultés à surmonter pour pouvoir travailler efficacement en agilité. Exemple, et ce qui est le cas dans la plupart des entreprises, c'est un besoin rapide de la mise à disposition du produit, ce qu'on appelle le time to market. En gros, j'ai besoin d'une livraison très rapide, le plus vite possible pour pouvoir commencer à rapporter de l'argent du nouveau site, du nouveau produit. Je vous rassure, c'est le cas dans 95% des entreprises, d'accord, que ça aille vite. Autre élément, c'est l'imprévisibilité des besoins du client. On en a parlé plusieurs fois depuis le début de la formation. Bien souvent, le client ne sait pas exactement ce qu'il veut. Du coup, son besoin il va évoluer avec la mise en place du projet. Ce qui rejoint le point suivant, qui est la nécessité de changements fréquents. On est de plus en plus sur des marchés en constante évolution avec des utilisateurs de plus en plus exigeants et du coup, beaucoup de changements à apporter, de précisions à faire. En gros, ce qu'on est en train d'essayer de dire, c'est on va chercher à mettre en place de l'agilité à partir du moment où vous êtes sur un marché qui a des besoins constants de mise à jour, de nouveaux produits, de nouveaux lancements, etc. Donc, encore une fois, la plupart des entreprises. Autre élément, c'est un besoin de visibilité du client sur l'avancement des développeurs. Petite anecdote intéressante, une des grosses missions que j'ai effectuées chez un client, j'ai rencontré le PDG lorsque je suis arrivé pour faire cet accompagnement et le PDG m'a sorti la phrase suivante que j'ai pris comme un coup de massue, en tout cas pour lui. Il m'a dit la chose suivante. Voilà, moi j'ai besoin de vos services parce qu'en réalité, je dépense 600 000 euros par an pour mon équipe de développement et je ne sais absolument pas sur quoi ils travaillent. J'étais assez effaré d'entendre ça. Et du coup, en très peu de temps, il a pu déjà les rencontrer, parce que c'est vrai qu'il ne les croisait jamais, et surtout comprendre sur quoi ils travaillaient. Et on va dire, on a pu créer un pont entre les membres de l'équipe de développement et ce PDG pour pouvoir finalement avoir des échanges réguliers et que les uns comprennent la réalité des autres et surtout ce sur quoi ils travaillaient. Ce qui facilite quand même pas mal la compréhension pour tout le monde. Pour finir, un élément important, c'est la présence de l'utilisateur ou du client ou du représentant client lors des réunions de présentation du produit pour avoir un feedback immédiat. En gros, je peux, avec mon équipe, être extrêmement agile avec les membres de l'équipe de développement, le Scrum Master, le Product Owner. Si mon client ou le représentant client n'est jamais disponible pour que je lui présente le produit, je ne vais pas avoir son retour. Et à partir du moment où je n'ai pas son retour, en fait, je continue à développer un produit sur lequel je suis le seul à avoir une vision, à avoir les tendances d'évolution, etc. Et si mon client ne me donne jamais son retour, on se retrouve avec un produit qui va être potentiellement assez loin de ce que lui, il attend. Et donc, je vais avoir un client mécontent, mais ça sera en grande partie de sa faute puisqu'il ne s'est pas rendu disponible. Donc, on est plutôt dans une stratégie gagnant-gagnant et on essaye de créer un cercle vertueux, que ce soit pour le client et pour les membres de l'équipe de développement, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de développer ou de créer un produit qui finalement n'est pas du tout en phase avec ce qu'on attend et donc il va falloir défaire ce qu'on a construit pour refaire alors qu'on aurait pu corriger le tir au fur et à mesure du projet.